Hydro-Québec, Kwayatonk et la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire, sont fiers de vous présenter les balados Lire en relation. Aujourd'hui, épisode 16. Yari Wakwan, Lire la résurgence Wendat dans la poésie d'André Levesque-Sioui, avec Louis-Carl Picard-Sioui. Écrivain, porteur des traditions Wendat et doctorant en études littéraires à l'Université Laval, Louis-Carl Picard-Sioui s'intéresse notamment à la mythologie, à la science-fiction et aux futurismes autochtones. En 1999, dans l'introduction de son ouvrage fondateur Red on Red, Native American Literary Separatism, Craig Womack déplore le manque d'intérêt des Autochtones envers la critique et la théorie littéraire. Il va même jusqu'à se demander si le fait de laisser volontairement ce champ entre les mains de chercheurs allochtones ne relèverait pas d'une forme de colonialisme intériorisé. Pour lui, les porteurs de traditions des différentes communautés semblent les mieux outillés pour analyser le corpus littéraire de leurs nations respectives. Chaque nation devrait plancher à l'élaboration de son propre corpus critique. Si la tendance isolationniste des nationalistes littéraires comme Womack m'a souvent semblé réductrice, je dois admettre qu'en tant que porteur de tradition Wendat, il me semble évident que je suis dépositaire d'expériences et de connaissances culturelles propres, m'offrant un point de vue unique pour appréhender et critiquer des textes de ma nation. Ce positionnement repose sur un vécu, des pratiques, des expériences et des connaissances acquises de façon traditionnelle, et non pas sur un corpus intellectuel référencé, généré à partir de pratiques académiques occidentales. Dans le cadre de ce balado, j'ai donc choisi de répondre à l'appel de Womack, afin de voir comment mon double positionnement de littéraire et de porteur de tradition Wendat pouvait m'aider à mieux comprendre et à faire parler une œuvre du corpus littéraire de ma nation. Mon choix s'est arrêté sur Chant, le premier recueil de poèmes de l'artiste multidisciplinaire André Levesque-Sioui, publié en 2021 aux éditions Anénorak. Outre le fait que je partage avec l'autrice les mêmes pratiques spirituelles traditionnelles, c'est l'idée de résurgence évoquée par la 4e de couverture qui a attiré mon attention. En effet, l'éditeur y affirme ceci. L'artiste Wendat André Levesque-Sioui trace ici ce qui, du passé et du présent, demande à retrouver une voix et un souffle. Fin de la citation. Cette idée m'a interpellé puisqu'elle correspondait aux aspirations des Wendat de ma génération, celles ayant œuvré au retour des traditions spirituelles et à la revitalisation de la langue. Dans ce balado, je m'efforcerai donc de démontrer deux choses. D'une part, comment on peut lire la poésie d'André Levesque-Sioui comme une mise en scène et un acte de résurgence Wendat. D'autre part, au niveau méthodologique, comment mon positionnement unique est crucial pour y arriver. Dans le prolongement de la pensée nationaliste de Womack et inspiré par la méthodologie de l'auto-histoire autochtone développée par l'historien Georges Sioui, il s'agit donc de mettre en place ce que j'appellerai une autocritique Wendat. Rappelons que le but de la méthodologie développée par Sioui est de contribuer à réparer le dommage que l'histoire traditionnelle a causé aux cultures autochtones en puisant à la fois dans les savoirs universitaires et les savoirs traditionnels, et surtout en partant du point de vue autochtone. Mais avant de passer à l'analyse de l'œuvre, il est nécessaire de situer le concept de résurgence. Plusieurs chercheurs autochtones ont proposé différentes approches et différentes définitions du concept. Celles de Liane Betesamorsake-Simpson me paraissent particulièrement intéressantes, car elles sont enracinées dans sa langue et sa culture traditionnelle. Le concept de Biskabiang est un élément central de sa construction théorique.
Si le terme signifie littéralement « regarder en arrière », son utilisation conceptuelle est beaucoup plus profonde. Elle écrit « Au sein des fondements théoriques Nishnabeg, le Biskabiang ne signifie pas à la lettre un retour vers le passé, mais plutôt une recréation de l'épanouissement culturel et politique du passé afin d'assurer le bien-être de nos citoyens contemporains. » Fin de la citation. La notion implique donc non seulement une décolonisation, mais également une revitalisation culturelle et sociale. Cela rejoint la proposition du sociologue Wendat Guy Siwi-Durand, que je cite, « Les stratégies de décolonisation par l'art placent en leur cœur la notion de réensauvagement. Elles visent autant à reconstituer les imaginaires qu'à perpétuer l'héritage mnémonique. » Or, chez Simpson, cette recréation de l'ordre culturel autochtone est intrinsèquement liée à la langue d'origine. En effet, l'autrice Nishnabé insiste également sur l'apprentissage à travers la langue pour définir des concepts culturellement significatifs, dont celui de résurgence. C'est une proposition qui nous sera particulièrement utile dans le cas qui nous préoccupe. En effet, la langue fait partie intégrante du processus de création chez l'évêque Siwi, qui se décrit comme étant à la fois une apprenante et une enseignante de la langue Wendat. André Lévesque Siwi est né et élevé à Québec, hors de la réserve d'où provient sa grand-mère paternelle. La vie l'amène aux quatre coins de la province, et ce n'est qu'en 2008 qu'elle remonte le fleuve pour jouer dans le spectacle estival Kiugwe, produit à Wendake dans le cadre des festivités de Québec 400. L'industrie touristique de Wendake voit dans ses talents de chanteuse une valeur sûre. Mais la culture et la philosophie ancestrale l'intéressent davantage que le tourisme. Aussi, elle se met à fréquenter la maison longue Akiawarak, où elle s'implique dans la vie spirituelle traditionnelle. En parallèle, elle se joint au projet de revitalisation linguistique Yahwanda et s'investit en tant que professeure de langue Wendat auprès des enfants. Si elle pratique la poésie depuis l'enfance, ce n'est qu'en 2019 qu'elle se lance sérieusement dans l'écriture de son premier recueil, Chants, qui paraît en 2021. Composé de fragments écrits sur un certain nombre d'années, le recueil est divisé en 3 parties distinctes, traces, corps et paroles. Chacune des parties est introduite par une ou plusieurs citations donnant le ton. Dans une entrevue accordée à la chroniqueuse Léa Harvey du journal Le Soleil, l'autrice affirme, et je cite, « Ce qui se dégage de l'œuvre, c'est ce que je porte comme bagage, en tant que Wendat et femme qui avait perdu son statut. Pour moi, le peuple Wendat souffre d'une blessure culturelle. C'est un thème qui est présent dans mon recueil, au même titre que celui sur la difficulté d'être au monde. » Fin de la citation. Une double blessure, collective et individuelle, mais aussi la reconnaissance, le désir de redonner, de retrouver les racines de la culture Wendat, comme elle l'affirme plus loin à la journaliste. Examinons donc ensemble comment ce désir s'inscrit dans le recueil, et plus particulièrement dans le premier poème, au titre bilingue, Gariwakwan, lever le chant. Ce premier poème, qui ouvre à la fois la première partie Traces et l'ensemble du recueil, reprend comme titre la transcription d'une entrée du dictionnaire français-Wendat de Pierre Chomonot, citation déjà placée en exergue du recueil. Chanter, entonner, lever le chant, : Gariwakwan. Cette idée de lever le chant, d'entonner un air pour provoquer à sa suite un mouvement, un effet d'entraînement, évoque déjà l'idée de résurgence, celle de relever une voix assourdie, une voix délaissée. Sa répétition au début du recueil, d'abord en exergue et ensuite comme titre du premier poème, ne fait que renforcer qu'il s'agit ici d'une idée maîtresse. Évidemment,
Il serait impossible de résumer dans le cadre de ce balado les enjeux liés à l'état de revitalisation de la langue Wendat et les défis quant au décryptage d'une telle expression. Surtout que mes propres connaissances linguistiques demeurent limitées. Je me contenterai donc de souligner que l'expression Gariwakwan ou alors Yarihuakwan dans le dialecte de Wendake diffère du verbe usuel utilisé pour dire chanter, soit le radical verbal yas, comme dans ihyas, je chante. Prise littéralement, l'expression Yariwakwan signifie plutôt elle saisit, soulève l'affaire. Et si son radical verbal riwaku peut effectivement signifier chanter, selon le dictionnaire en ligne de la langue Wendat de la linguiste Megan Lukaniec, il exige d'autres formes, notamment un pronom patient et un préfixe duplicatif, soit Teoriwakwan, elle chante. Or, la citation de Chomonu utilise plutôt un pronom agent, et cela sans duplicatif. L'agentivité du pronom traduirait-elle ici l'idée de lever le chant plutôt que le seul fait de chanter? Si l'idée me semble si séduisante et significative, c'est dû au potentiel qu'a l'expression afin de développer à partir de la langue un concept Wendat de résurgence culturellement ancré, comme l'a fait Leanne Simpson chez les Nishnabeg. Mais peut-être que l'explication linguistique est beaucoup plus simple. Peut-être que Chomonu utilisait une telle forme active faute d'avoir un infinitif, forme qui n'existe pas en Wendat. N'en demeure pas moins que cette agentivité de lever le chant est au cœur de l'œuvre. C'est définitivement le sens voulu par l'autrice, comme le démontre le premier poème du recueil. Lever le chant, relever le nom, tourner la danse, renverser les têtes, retourner les cendres, recueillir les visages, dégager le faux du vrai, tailler le rétablissement à même le vivant, festoyer pour la grande restauration. Hotewatsira, il faudra tout miser, trouver la corde, à faire virer le vent. J'ai un chant dans la gorge. Il est né pour les Onwe. Il n'ose pas sortir. Il veut vivre en silence sa vie de chant. Un chant de silence, un chant d'île, de ces îles de sens que sont nos rêves. Un chant dans la gorge des rivières de nos rêves, celles que rien n'arrête, que tout célèbre. Un chant des gorges heureuses, là où brille l'eau, corps de lumière, corps de son, là où vibre la vie rêvée, la vie rivière, le chemin qui chante, la route invisible du chant des gorges. Il eût fallu exister à tout rompre pour qu'elle entende son propre chant, faire taire les bruits. Il eût fallu rire à gorge déployée pour que le chant lève, qu'elle saute en sa vie. Il eût fallu aimer à toute allure pour rattraper l'autre jour, le jour d'après, ce grand tambour. À chaque jour suffit sa peau, en jouer coûte que coûte. Le jour est tambour d'eau. Peau d'âme, sa veine et son eau, la joute du jour sur la voûte. Ce poème d'ouverture que je propose d'analyser se divise en 6 strophes. La première évoquant directement les gestes incarnés de la revitalisation rituelle Wendat, les suivantes effectuant un glissement vers la sphère personnelle, sur le combat que constitue toute agentivité et sur l'histoire familiale de la poète.
Si les trois thèmes sont liés, c'est d'abord la première strophe qui retient notre attention. Une lecture attentive nous permet alors d'expliciter comment l'évêque Sioui comprend et décrit cette idée résurgente de lever le chant. En effet, le premier paragraphe est gorgé d'images dont le sens peut paraître cryptique à celui ne détenant pas les codes de la culture Wendat. Au-delà d'une série d'agencements esthétiques bien réussis, notamment au niveau du rythme, l'évêque Sioui y évoque le pouvoir des traditions par l'énumération d'une série de référents culturels Wendat précis liés au renouveau perpétuel tels que célébrés dans les cérémonies du culte traditionnel. Rien n'est laissé au hasard. Sauf le dernier vers, chacun des éléments réfère de façon directe à Hunowaruri, la cérémonie du Nouvel An Wendat. Cette importante célébration qui s'étend sur plusieurs jours occupe une place particulière dans le calendrier Wendat, puisque c'est à la fois la dernière et la première cérémonie de l'année. Le fait d'utiliser ce moment charnière pour débuter le recueil m'apparaît être une stratégie particulièrement forte et culturellement significative, comme si ce livre, à l'instar de la fête, s'insérait dans un cycle ininterrompu. Les références sont de divers niveaux, mais plusieurs vers renvoient à des éléments rituels performés lors de l'Unowaruri, certains lui étant spécifiques. Par exemple, relever le nom est l'expression consacrée pour le rite où un individu reçoit un nom traditionnel de son clan. La coutume voulant qu'un nom ne peut avoir qu'un seul porteur à la fois, un nom n'est relevé qu'après la mort de son porteur précédent. Ce rite n'est officié que quelques fois par année, dont lors de l'Unowaruri. Il n'est donc pas anodin que ce vers portant l'idée de s'inscrire dans la continuité des générations précédentes arrive tout de suite après l'idée de lever le chant. L'acte de recommencer un cycle est aussi présent dans le vers « Retourner les cendres », qui évoque le rituel du renouveau spécifique à l'Unowaruri, où chaque individu est appelé à retourner les cendres des poêles de la maison longue pour faire le point sur l'année qui se termine et celle qui commence. Le vers « Tourner la danse » réfère aussi aux cérémonies où la danse omniprésente se fait en rond. Le fait de tourner la danse s'inscrit dans cette volonté de mouvement, d'inciter les différents éléments de la création à continuer d'être actifs pour la continuité du monde. Il s'agit métaphoriquement d'une façon de lever le chant. Le vers « Renverser les têtes » est quant à lui une référence directe au nom de la fête. En effet, bien que je ne puisse pas fournir d'explication étymologique convaincante, outre l'incorporation de la racine nominale pour tête, non-huar, la traduction usuellement acceptée de Unowaruri à Wendake est « les têtes renversées », probablement en lien avec l'effervescence festive de cette grande fête aux temps précoloniaux. La suite, recueillir les visages, dégager le faux du vrai, tailler le rétablissement à même le vivant, évoque quant à elle la Société des visages, un groupe secret de guérisseurs traditionnellement actifs au temps de Unowaruri. N'étant pas culturellement autorisé à parler de ces rituels, je me contenterai de souligner le cumul de sens du vers « dégager le faux du vrai ». On peut y voir, d'une part, un tiraillement lié au nom de la société en français. En effet, l'expression « faux visage » popularisée par les anthropologues déplaît aux croyants, pour qui les masques sacrés n'ont rien de faux. J'y lis également une volonté plus large, la nécessité sous-jacente à tout rétablissement culturel de dégager ce qui vient réellement de nos traditions et ce qui vient du fantasme occidental et de l'hégémonie coloniale. L'idée de la résurgence revient de façon limpide dans les vers festoyés pour la grande restauration. Les festins font partie intégrante de toutes les cérémonies Wendat, mais l'idée de grande restauration me semble nouvelle. Elle évoque le retour aux traditions, la restauration de l'ordre traditionnel des choses par la répétition des gestes rituels de renouveau précédemment cités
dans la strophe. Cette reconstruction culturelle, tant au niveau individuel que collectif, est une entreprise extrêmement difficile et exigeante, telle que le suggèrent les derniers vers de la strophe. Hotewatsera, il faudra tout miser, trouver la corde à faire virer le vent. Hotewatsera, littéralement, ils sont une famille, est le nom Wendat des Pléiades, un amas d'étoiles dont la position dans le ciel nous indique le moment de célébrer le Nouvel An traditionnel. L'idée de tout miser réfère à la fois au jeu du bol, performé rituellement lors de l'Unowaruri, mais aussi à l'utilisation ancienne de différents jeux de hasard à des fins de guérison. Ici, dans ce vers, la gageure devient un acte de foi total. Pour reconstruire l'ordre ancien, on doit tout miser. Comme nos ancêtres qui repartaient des cérémonies de guérison complètement nus, mais le cœur heureux d'avoir contribué à l'ordre social et spirituel. Demeure le dernier vers de la strophe, dont le référent, à première vue, relève davantage de la culture française que de la culture Wendat. La poète paraphrase une vieille plaisanterie française, consistant à envoyer les enfants chercher la corde à tourner le vent, l'expression renvoyant évidemment à demander l'impossible. Or, il semble que l'utilisation de l'expression par l'autrice soit davantage personnelle, son père lançant souvent la directive à elle et à ses frères dans leur enfance. Ainsi, il ne faut pas y voir un glissement de référents Wendat vers des référents français, mais bien du collectif vers l'individuel. Les deux strophes qui suivent sont effectivement beaucoup plus personnelles. La locutrice se dévoile, assume sa propre sensibilité, ses craintes profondes, peut-être son incapacité à embrasser pleinement les exigences et sacrifices d'une résurgence collective. Elle dit « J'ai un chant dans la gorge. Il est né pour les Onwer. Il n'ose pas sortir. Il veut vivre en silence sa vie de chant. » Le poème continue en tissant des liens entre cette voix prise dans la gorge et les possibilités rêvées, le désir pour son chant de s'ancrer dans le territoire et de voyager sur les eaux, de retrouver sa vie rivière. Ici, il est certainement question de liberté, mais peut-être surtout de trouver le courage d'assumer son agentivité, de faire partie de, je cite, « celle que rien n'arrête ». Les différents référents à l'eau, dans ce poème comme ailleurs dans le recueil, ne sont pas anodins. L'eau est l'état originel de notre monde. Selon la mythologie Wendat, avant que la déesse Hiata-Hyentsik tombe du ciel, notre monde n'était qu'un monde-mère, sans étendue de terre. L'eau soutenant toute vie, il s'agit aussi de l'un des premiers éléments que l'on remercie lors des cérémonies. Dans le cadre du poème, cette image, cette nécessité pour la voie de circuler telle une rivière, ne peut être clairement comprise qu'en lien avec le nom traditionnel que l'artiste a relevé, celui de Kwendokes, celle dont la voix flotte sur l'eau. Si la guérison de la blessure culturelle du peuple Wendat doit passer par la résurgence d'un ordre ancien, par la répétition de gestes porteurs de sens, n'en serait-il pas de même pour la difficulté d'être au monde que suggère cette image de voix enfermée dans la gorge? Notre salut personnel n'est-il pas lié à cette nécessité d'accomplir sa mission, son rôle dans la création, d'accomplir l'agentivité liée à son nom? Il me semble que c'est ce que suggèrent ces deux strophes. La quatrième strophe évoque quant à elle un souvenir douloureux et très personnel de l'artiste, mais il agit aussi comme un avertissement sur les conséquences néfastes de ne pas élever le chant, de ne pas réussir à accomplir sa destinée.
Il eût fallu exister à tout rompre pour qu'elle entende son propre chant, faire taire les bruits. Il eût fallu rire à gorge déployée pour que le chant lève, qu'elle saute en sa vie. Le point de vue change à nouveau. Du il collectif de la première strophe au je de la deuxième et implicitement de la troisième strophe, la poète passe ici au elle. Ici, la difficulté d'être au monde énoncée par la poète en entrevue prend tout son sens. Le second exergue du recueil a déjà précisé au lecteur l'identité de celle qui n'a pas su faire taire les bruits ni sauter en sa vie. En effet, l'exergue dédie le livre à sa mère en ces termes. À ma mère, dont le chant s'est interrompu. Ainsi, l'artiste évoque la santé mentale chancelante de sa mère, qui s'est tragiquement enlevé la vie, alors que la poète n'était âgée que de 9 ans. Au niveau personnel, l'incapacité d'écouter son chant peut donc conduire à la folie, entendre des bruits, et aboutir à la mort. Et finalement, au bout du poème, l'essor individuel, familial et collectif se rencontrent, se tissent et se lient. Car le remède à ces différents enjeux demeure le même. À chaque jour suffit sa peau, enjouée coûte que coûte, le jour est tambour d'eau. Si l'ampleur de la mission de restauration peut donner le vertige, si la douleur d'être au monde nous paraît parfois insurmontable, la poète nous rappelle que la solution se trouve dans la constance, dans les petits pas, par la répétition des gestes simples, ceux des ancêtres. De façon métaphorique, pour que lève le chant, nous avons besoin du rythme du tambour, et plus précisément du tambour traditionnel Wendat, le tambour d'eau. Celui qui fait battre en quelque sorte l'âme de la nation. Peau d'âme, sa veine et son eau, la joute du jour sur la voûte. Si le monde est un cycle, si notre conception de la création se situe quelque part entre le monde mère originel et la voûte céleste d'où tomba la première femme, n'en demeure pas moins que chaque jour amènera son défi, son combat, sa joute du jour. Face à la double blessure, la solution se trouve donc dans la résurgence, symbolisée ici par la voix du tambour. Pour Leanne Betes-Samorsake-Simpson, le chemin de résurgence nécessite des guides. Dans son essai « Danser sur le dos de notre tortue », elle écrit « Je crois que nous avons besoin d'intellectuels qui peuvent penser à l'intérieur des significations conceptuelles de la langue, qui sont intrinsèquement connectés aux lieux et aux territoires, qui existent dans le monde comme l'incarnation des expressions contemporaines de nos histoires et traditions anciennes. » Bien que certaines recherches linguistiques sont sans doute nécessaires afin d'étoffer la proposition de Yariwakwan comme concept Wendat de résurgence, il est incontestable que par son travail à la fois sensible et intellectuel avec et par la langue, André Lévesque-Sioui propose avec ce poème et ce recueil une vision culturellement ancrée qui correspond à l'invitation de Simpson. Au début de ce balado, j'ai fait le pari d'assumer ma propre souveraineté rhétorique en tant qu'intellectuel et porteur de tradition Wendat, comme le suggèrent les nationalistes littéraires. J'espère avoir pu démontrer l'utilité de tels positionnements pour faire parler les œuvres du corpus Wendat. Surtout, j'espère vous avoir donné le goût de lire ou de relire l'œuvre d'André Lévesque-Sioui. To
Cet épisode de balado est une réalisation de Kwayatonk et de la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire. La 5e saison des balados Lire en relation est rendue possible grâce à l'appui d'Hydro-Québec, du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Cet épisode vous est offert dans le cadre du 13e Salon du livre des Premières Nations, une présentation de TELUS. Recherche et narration, Louis-Carl Picard-Sioui. Technique, musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Marie-Ève Bradette. Kwayatonk, marquer l'imaginaire.